Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord, c'est Bonjour d'Algérie, vous êtes parfaitement à l'heure, il est 8h05 et nous serons en direct pour 1h30 d'émission que nous allons partager avec vous. Nous sommes le mardi 7 janvier 2020, madame, monsieur, et on commencera notre matinale comme à l'accoutumée avec notre équipe du mardi. Mais avant, on aura le plaisir aujourd'hui de recevoir nos collègues Nabil Abada et Hicham Daou pour parler tourisme. Et oui, parce qu'ils lancent leur nouvelle émission, ça s'intitule donc Escapade et c'est une émission consacrée pleinement au tourisme. Nous retrouverons également ce matin Nassiba Jaïdir comme chaque mardi matin pour revenir cette fois sur l'exposition d'Esma Hamza, une artiste peintre qui débute dans le monde de l'art et donc qui expose donc plusieurs œuvres au niveau du centre commercial de Bab Zouar, c'est au niveau de Azwart Galerie. Nous y reviendrons dans quelques instants avec plus de détails avec Nassiba dans la rubrique Mosaïque. Nous recevrons également Aïda Meshri dans la rubrique Psychologie qui s'intéresse ce matin à l'accompagnement de l'enfant en cas d'échec scolaire. Ensuite, ce sera au tour de Nafar Mezari pour la rubrique High-Tech. Lui, il s'intéresse aux applications qui permettent de préserver notre bien-être et notre santé. Et oui, le high-tech au service de la santé et du bien-être, c'est possible. Et ça sera donc tout à l'heure avec Nafar Mezari. Mais avant, la météo. Mina Abed vous dit tout sur les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors il y a une expression que j'aime beaucoup chez vous, c'est brume et nuages bas se partageront le ciel. Voilà. Vous faites de la lutte. Exact. Vous faites de la poésie à vos heures perdues. Pourquoi pas? Vous êtes notre jeune talent à nous. Voilà. La prochaine fois, je vais me présenter. Exact. Allons-y avec les nouvelles du ciel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on montrera un ciel dégagé, un peu nuageux sur l'ensemble des régions nord, mais à partir de ce soir, on notera le retour des nuages, notamment vers la partie est, sur les régions sahariennes. On notera quelques passages nuageux, un ciel voilé d'ailleurs. Vers la Saoura, l'extrême sud, beaucoup de soleil sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 20 et 15 degrés. Sur les régions intérieures, on notera 12 degrés. Du côté de Sétif, 15 degrés à Galma, 12 également à Batna, on notera 11 degrés, ça sera la minimale. À Al-Bayad Inhama, 15 degrés Gardaya Bachar, 19 à Tindouf, 21 degrés à Adrar et Salah et enfin 25 degrés. Ce sera la maximale à Bojbadji Mourtar et à Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt dégagé, notamment à Marseille, Rome, Madrid, Lisbonne, Budapest et Bucarest. Des nuages assez denses à Varsovie, Prague, Berlin, Paris et Berne. Côté Mercure, on notera 5 degrés seulement à Berne, 4 à Berlin, 4 degrés également à Prague. 2 degrés Budapest, Varsovie, 11 degrés à Paris et Londres et enfin 6 degrés seulement à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, vous l'avez annoncé, on vous retrouvera donc tout à l'heure, Mina Abed, après pour le flash météo de midi. Tout à fait. Voilà, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci. Excellente journée à vous. Également. Merci. Allez, on continue. Notre matinale vient tout juste de commencer et on va découvrir avec vous donc une artisane à travers son portrait. Donc l'artisane elle s'appelle Behia Rouibi. C'est une artisane céramiste qui travaille à la Casbah d'Alger. Et je l'ai annoncé
annoncé au début de notre émission, donc nous recevrons dans quelques instants Hicham Daou et puis Nabila Abada pour l'émission Escapade. Le premier numéro de cette émission est consacré à la Casbah et nos amis, donc nos collègues, ont rencontré cette artisane Behia Rouibi à la Casbah. On va la découvrir en images et on se retrouve tout de suite après. Mesdames, Messieurs, la matinale continue. Regardez. Dans son atelier, Behia Rouibi démarre sa journée de travail au petit matin, toujours avec la même soif de créer. Son inspiration guide ses mains. J'aime tout ce qui est manuel parce que notre fille d'Alna, ma mère elle était couturière. Je faisais avant de la broderie, tout ce qui est broderie, tout ce qui est couture et tout. Mais j'ai حضرت واحد l'exposition تاع céramique, j'ai bien aimé الصنعة هذه و j'ai fait une petite formation ومن ثم je me suis lancée في céramique jusqu'à ce jour. Behia Rouibi est artisane en céramique et poterie. Elle perpétue ce métier d'art des maîtres artisans. Je fais de la poterie. La poterie, comme tu sais, c'est à base d'argile. C'est de l'argile, pas sur fou. Ou les objets que je fais selon la demande du client. Qui veut des coffres à bijoux, qui veut tagine, qui veut bougeoir, qui veut des miroirs. J'essaie de satisfaire tous les goûts. Behia fait renaître un savoir-faire de ses cendres et revisite un pan du patrimoine algérien à travers ses œuvres. Les tableaux que je fais, je les fais exprès pour mes clients باش كيجوا يعرفوا القصبة كيفاش كانوا جدودنا آبائنا عايشين في القصبة la vie quotidienne de la Casbah. J'aimerais bien نعاودوا نولوا toujours je dis ça à mes clients cette bonne époque. La bonne époque عندنا تما le sujet là vous avez le sujet là حوانت سيدي عبد الله هادو حوانت سيدي عبد الله الزمان يقولوها زنقة الحامين باسكو القصبة زمان كل زنقة فيها صنعة زنقة الخرازين زنقة اللحامين زنقة النحاسين سي كوم سا سيتي elle était vivante la Casbah elle était vivante et nous maintenant أنا كيما جاري مصطفى كيما فريد par exemple سام الله أنا هنا ماذا بينا نعاودو نحييو cette bonne époque où je lance appel si je peux, à tous les artisans de venir s'installer au niveau de la Casbah. La céramique est une technique permettant de confectionner l'argile cuite. Avec ses couleurs et ses motifs, le carreau de céramique est emblématique de notre patrimoine. Les maîtres de la céramique mêlent les registres et réinventent constamment le patrimoine, tout en sauvegardant un savoir-faire plurimillénaire. Alors, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et chose promise, chose due, nous avons le plaisir ce matin de recevoir nos amis et collègues. Non, Nabila Abada d'un côté. Bonjour Nabila. Bonjour. Marhaba. Merci pour l'invitation. Merci d'être là en tout cas et de partager avec nous donc ce début de matinée. Oui. De ce mardi, on est en 2020, n'est-ce pas? Oui, déjà. Déjà, ça passe vite. Bonne année à tout le monde. Merci, bonne année à vous aussi. Et puis Hicham Daou. Bonjour Salut, Soumia, Hicham. Nabila. Comment ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Ah bah marhaba bik également. Merci. Et si vous êtes là, c'est parce que Canal Algérie lance donc à travers vous deux, donc l'émission Escapade. Vous lancez l'émission Escapade, c'est un 26 minutes, c'est une émission qui est consacrée, je l'avais annoncé, pleinement au tourisme, histoire de valoriser bien évidemment la destination Algérie. Donc l'émission est conçue et réalisée par vous, Hicham, et puis présentée par Nabila. On va un petit peu donner l'occasion à Hicham de nous présenter l'émission avec plus de détails. Oui, alors bon, bien sûr, Canal Algérie a toujours eu travaille dans cette vocation de promouvoir la destination Algérie. Et Escapade, ce n'est qu'une continuité dans cette optique-là, de valoriser, de promouvoir, vulgariser de faire connaître également tout le potentiel
matériel, immatériel de notre chère destination. Voilà, donc Escapade. Par contre, la nouveauté, c'est le rythme, bien sûr avec Nabila. Oui. Enfin, j'ai toujours voulu travailler avec elle parce voilà. elle était aussi dans Planète Sahara. Oui. Et puis, une fois dans l'émission Escapade, ça s'est passé vraiment d'une manière très fluide, très agréable. C'est le feeling. C'est le feeling et aussi il y a le côté sociable de la présentatrice qui a facilité vraiment le tournage et le déroulement de l'émission. Alors justement Nabila, vous allez donc à travers Escapade donc rencontrer des professionnels du tourisme, de l'hôtellerie également, rencontrer des artisans, rencontrer un peu monsieur tout le monde et à travers donc vous, à travers vos yeux, votre vision, vos questionnements, vous allez donc nous faire connaître la destination Algérie à votre manière, puisque la caméra vous suivra tout au long de l'émission. Exactement, exactement, c'est la nouveauté. Bon, désolée pour la voix, je suis un peu... Vous avez une voix rock, c'est particulier. À la Barry White. Mais oui, pour revenir à ce que disait Hicham, c'est vrai qu'on se croisait souvent dans les couloirs de la chaîne et je voyais de loin ce qu'il faisait, lui aussi. Et on se disait, oui, ça serait bien de travailler ensemble parce qu'on partage la même passion, le tourisme. Bon, c'est vrai que le Sahara, c'est quelque chose qui nous passionne vraiment tous les deux. Oui. Et Escapade, oui, c'est venu comme ça naturellement. Et lui, derrière la caméra, et ce qui est la nouveauté pour cette émission, c'est qu'elle est beaucoup plus aérée, en mouvement. La caméra ne s'arrête pas, il n'y a pas des plans fixes tout le temps. Là, je marche, je ne m'arrête pas. Et du coup, on vous suit. Voilà, c'est la spontanéité. Il faut dire que pour cette fois-ci, la Casbah, parce que Hicham veut toujours commencer ses émissions par la Casbah. Pour lui, c'est une espèce de bénédiction. Pour commencer la saison, il faut qu'il commence par la Casbah. C'est un porte-bonheur, peut-être la Casbah pour vous? Oui, ça vous porte bonheur? Aussi, il y a un prétexte historique dans le contenu, parce qu'on peut raconter l'Algérie à travers la Casbah. El Jazair, Banu Mezrana, c'est la Casbah qui a donné le nom à tout le pays. Et puis, c'est la facilité d'aller vers les gens. D'ailleurs, presque 60% du produit, c'était vraiment des rencontres spontanées. Oui, c'est ça. C'est fabuleux. Voilà, voilà. Donc, ce qui fait... D'ailleurs, la caméra, elle n'est jamais éteinte. D'accord. Souvent, c'est des plans séquences. Nabila, elle va à la rencontre des gens, des restaurants, par rapport à l'art culinaire. Il me fait juste, bon, tu vas là-bas, tu vas demander un tel, et oui, je dis Hicham, mais il fait quoi? Tu découvriras. Et le téléspectateur va découvrir avec moi. Donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment spontané et on découvre à travers mes yeux et mon regard. Et il y a quelque chose de spontané en vous, justement, qui fait que... qui crée cette facilité du contact avec l'autre. Je dis peut-être avec une petite honte, je ne connaissais pas très bien la Casbah. J'ai découvert à travers Hicham, à travers ses yeux aussi. Et donc voilà, c'était vraiment la première fois à la Casbah. Et j'espère vraiment que ça va se voir et ça va se sentir. On ne connaît jamais bien la Casbah, rassurez-vous. C'est un monde extraordinaire. C'est un autre monde. Et ben vous me donnez envie de suivre, de voir un extrait de l'émission. C'était le numéro consacré justement à la Casbah d'Alger. Voilà, c'est le premier numéro. Avant, peut-être on pourrait revenir sur le parcours de cette artisane que nous avons pu découvrir en images et que vous avez rencontrée à la Casbah. Oui, Bahia Rouibi, une des rares artisans femmes. Enfin, avec un lieu bien ouvert au public. Il y a d'autres qui travaillent, mais à porte fermée, à l'intérieur des maisons. Mais comme c'est une femme, c'est toujours agréable de rencontrer une femme à l'intérieur de la vieille cité d'El Jazair. Avec toute cette passion qu'elle porte en elle, n'est-ce pas? Exactement. C'est très agréable, elle parle bien et elle défend aussi la femme algérienne et le patrimoine aussi. Et elle fait des choses exceptionnelles aussi. Allez, on va suivre un extrait. Très bien. Allez, donc extrait de l'émission Escapade consacrée à la Casbah d'Alger. Regardez.
trouve ici à la Basse Casbah, où justement elle connaît en ce moment un flux important de touristes locaux et étrangers. Et cela est grâce au guide qui propose différents circuits touristiques. Et justement, nous allons retrouver Yassine qui lui propose un circuit spécial film Bataille d'Alger. On va voir ce qu'il nous propose. Bonjour Yassine. Bonjour Nabila. Ça va? Ça va bien? Bien. La base. Tu profites de la vue, Gosto, hein? Calme, bien. C'est incroyable, hein? C'est formidable de travailler dans ces conditions, hein? Oui. Kulio Marakina, la Casbah, ça fait 26 siècles que les trains à mes sans pieds donc c'est notre tour de vivre et qu'est-ce qui a travailler. fait que Yassine c'est comme ça intéressé Par l'histoire? Bah oui, l'histoire d'Alger, enfin surtout d'Alger, je pense. Oui. D'un, c'est une passion. Parce que je suis financier de formation, mais à la base... Voilà, sympathique. Hein, Nabila? J'espère, je sais pas, j'attends vraiment le retour des téléspectateurs. D'ailleurs, on a ouvert une page spéciale sur le net pour avoir le feedback des téléspectateurs. On donne rendez-vous? Exactement, c'est la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Le lundi, après l'émission Questions d'actu. Voilà, tout de suite après l'émission Questions d'actu. Donc l'émission Escapade a pour donc rôle de faire découvrir l'Algérie sous ses différentes facettes, j'allais dire. Donc ça s'intéresse également aux différents types de tourisme, donc tourisme culturel, tourisme d'aventure. Et en ce moment, c'est le Sud qui est à la mode. Qui est à l'honneur. Enfin, à la mode, non, oui, mais bon, c'est un peu la saison haute, la saison touristique dans le Sud. Exactement. Et c'est le moment d'en parler. Oui, ben justement, on va aller tout doucement, descendre, enfin peut-être la semaine prochaine, on ira à Biskra, oui. Que je vais découvrir aussi pour la première fois, parce que moi je connais beaucoup plus le sud, l'extrême sud, et donc avec Hicham, je découvre. Ouais. Vous découvrez Biskra, donc le prochain numéro sera consacré à Biskra, parce que vous avez peut-être... la Casbah, c'est tellement de choses à dire sur la Casbah, c'est tellement de monuments, tellement, toute une histoire, tellement de mythes, de légendes, que vous lui avez consacré 2 numéros. Enfin, on peut consacrer plusieurs numéros sur toutes les destinations de notre pays. Vous avez cité les facettes, il y a 1001 facettes. Vous avez aussi évoqué le tourisme d'aventure. C'est juste pour donner une information. Selon la BBC, une organisation leader dans le tourisme d'aventure, regroupant plusieurs experts dans ce type de tourisme dans le monde, l'Algérie possède le meilleur potentiel du monde. Eh ben. Voilà. C'est vrai, c'est un pays, j'allais dire, un continent de par ses richesses. Donc, et c'est une organisation basée en Angleterre. Ça veut dire quand des experts classent l'Algérie dans la cour des grands. Absolument. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, c'est un très beau pays. Et hier, Nabila, quand je l'ai eue au téléphone, elle m'avait dit moi, je me mets à travers l'émission, donc je me mets à la place du téléspectateur et je le fais voyager à travers mes interrogations, à travers. Donc moi, je découvre l'Algérie, je redécouvre l'Algérie à travers cette émission et je fais voyager les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Mais c'est ça, j'invite aussi aux téléspectateurs. On va annoncer à chaque fois, on va essayer d'annoncer à travers les réseaux sociaux le départ, la prochaine destination. Comme ça, s'ils ont des interrogations, ils veulent poser des questions, et je serai là, leur intermédiaire. Et moi aussi, je suis très très curieuse. Moi, je suis passionnée par l'humain. Donc, quand je suis avec l'humain, j'essaie de savoir qui il est, dans quel environnement il vit et comment il fait. Et chaque kilomètre de notre pays change de tradition, de façon d'être, de façon de faire. Et c'est vraiment on a un riche pays, un riche patrimoine. Et moi, ça me passionne à chaque fois. Ça fait des années que je fais ça et je ne suis pas blasée. Au contraire. Au contraire. Et ça sera éventuellement le point fort de l'émission à travers Nabila, parce que actuellement le tourisme mondial
se base carrément sur les rencontres humaines. Et là, on va vers l'Algérie profonde pour partager les rencontres humaines avec le grand public. Et c'est une richesse, les rencontres humaines, justement. Oui, oui, c'est ce qui fait notre force. Exact. Et on va peut-être cette fois-ci planter le décor au niveau de l'une des maisons de la Casbah que vous avez visitée et que vous allez nous faire découvrir à travers Escapade. Donc c'est la maison, c'est le palais de l'Al Ardaouj Lamia, histoire de revenir un peu sur cette histoire fabuleuse que vous allez peut-être nous raconter à travers l'émission de légende. l'immortelle légende de l'Al Ardaouj Lamia. Ensuite, cet extrait, on revient tout de suite après pour en parler. Conservé ici à la faïence ancienne appelée Zlej. Alors ce qui est incroyable dans ce palais, c'est l'histoire de la Firdaouj. Firdaouj Lamia, pourquoi? En fait, il faut revenir au XVIIIe siècle, lorsque son père, Khaznaji, était le comptable du Dey Mohammed. Alors ce comptable avait offert ce palais à l'une de ses Firdaouj, qui était d'une beauté incroyable. Ce palais était rempli de miroirs, et à chaque fois qu'elle passait devant un de ces miroirs, elle se contemplait. Un jour, lorsqu'elle se contemplait, le miroir éclata et le drame fut. Elle devint aveugle, d'où le nom de Khdaouj Lamia. Triste histoire. Voilà l'histoire de l'Al Ardaouj Lamia. En tout cas, fabuleux palais. Sublime. Sublime. Très bien entretenu en ce moment. Et cette histoire, quand on rentre, moi je sais pas, quand je suis rentrée, dans les palais de la Casbah, d'ailleurs les murs de toute la citadelle, j'avais l'impression qu'ils racontaient une histoire. Quand on est parti avec Yassine voir le musée de la maison de la bataille d'Alger, là je n'arrivais plus à parler. Carrément. C'était incroyable. Ouais. C'est plein d'émotions. Et là, par rapport au palais de Khdaouj Lamia aussi, quand on voit les miroirs et quand on connaît l'histoire, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et puis, justement, cette histoire traduit donc cet amour éternel d'un papa Exactement. Qui aime sa fille, qui lui offre donc toute cette beauté, ce beau palais. Hein? Et puis, c'est toujours un plaisir de, je sais pas, de redécouvrir la Casbah, parce qu'on ne connaît jamais bien la Casbah d'Alger. C'est toujours un plaisir de la redécouvrir à travers ces personnages qui ont marqué l'histoire de la Médina d'Alger, à travers également cette culture. Ramadan à la Casbah aussi, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Ceux qui habitent la Casbah, vous savez, les escaliers, déjà la place des Martyrs, le Bab Jdid, tu fais combien de temps pour monter? Avec plusieurs Ça dépend, ça dépend. Parce qu'il y a les escaliers. Si c'était des marches, comme on en voit tous les jours, au bout de 20 marches, 30 marches, on s'arrête. C'est les escaliers aussi qui sont incroyables. Et les gens de la Casbah, pour ne pas se fatiguer, ils descendent en faisant des zigzags. En slalom, oui. Alors on est tout de suite fatigué. On est là, on descend comme ça, direct, ou on monte direct, et au bout de la 3e, 4e marche, on est là, on a envie et on voit les gens, les mamans, les dames âgées. C'est comme ça qu'on fait dans le sud pour les dunes. Oui, à la grande dune de Tarit, par exemple, on voit les habitués en tout cas. Exactement. Et aussi, il y a un rituel dans la Casbah d'Alger, ça veut dire les habitants, il y a toujours des haltes pour partager avec les gens et discuter et parler du quotidien et tout. Donc, ça fait
enfin une manière de se reposer et continuer par la suite le parcours. Alors l'émission, elle est conçue et réalisée jusqu'au bout par vous, Hicham. Ouais. Alors jusque dans la musique également, qui est également composée. Oui, on voulait personnaliser. Personnaliser l'émission. Quand même. Lui donner une signature oui, particulière, un cachet Canal particulier. Algérie quand même travaille pour justement cette optique de personnaliser les émissions et tout. Donc j'ai préféré de faire cet effort aussi de composer une musique propre à l'émission. Et comment se fait le choix des thèmes? Le choix des thèmes, c'est c'est Hicham. Je vous ai dit par rapport à la première fois, la Casbah, c'était lui. Moi, je ne commence rien sans passer par la Casbah. Ouais. Et après, c'est toujours Hicham. C'est lui qui dirige. Hein. Moi, je suis là. C'est sa caméra, c'est lui qui filme. Et donc, nous, on vous suit. Oui, voilà. Voilà. Et moi, Oui, mais enfin, c'est la conception, quand même, comme j'ai expliqué au début, c'est une continuité de la vocation de Canal Algérie qui est dans la promotion valorisation et du potentiel et là, on est juste pour travailler et faire beaucoup plus d'efforts pour améliorer et beaucoup plus simplifier, parce que le touriste algérien et le téléspectateur, il est là, il est derrière l'écran, et à travers la sympathie de la présentatrice, on a trouvé un moyen de faciliter l'accès de l'image vers les téléspectateurs. Alors le tourisme, c'est votre passion, vous y avez consacré j'allais dire toute votre carrière à Canal Algérie, avec Escale DZ, avec Trésor d'Algérie. Oui, enfin, je m'estime heureux. J'ai eu la chance quand même que Canal Algérie m'a offert cette opportunité d'apprendre surtout et de partager. Et là aujourd'hui, je suis vraiment content de réaliser mon rêve et de travailler dans une conception qui peut être quand même dans les normes internationales. Ah ben voilà, en tout cas bravo, longue vie à votre émission, à votre sympathique émission. Elle est sympathique aussi grâce à vous. C'est gentil, mais moi je voulais dire aussi si Hicham n'était pas aussi passionné, j'aurais pas pu travailler. Moi de toute façon j'ai toujours travaillé, j'ai toujours essayé de travailler avec des gens passionnés. Ouais. Bon, on va pas se jeter les louanges, mais c'est la vérité. Non mais c'est la vérité. Ça fait toujours plaisir. Oui, non mais c'est la vérité, c'est que on ne peut pas, le résultat on le verra après et à travers les téléspectateurs et la continuité de l'émission. Mais je veux dire que s'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas l'envie, le résultat ne peut pas être aussi... de toute façon, notre bien. métier est un métier de passion. Exactement, exactement. Comme le monsieur que vous avez rencontré à la Casbah, qui vous a dit que c'est un métier de passion, qu'il partage avec tout le monde. C'est ça, exactement. Et c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. C'est la générosité, beaucoup. Ouais. Il y a aussi, Soumia, le côté économique de la sorte, parce qu'il ne faut pas parler juste de la passion. Il y a aussi l'impact des médias sur la valorisation de la destination. Bien sûr. Donc l'Algérie a été souvent absente de la carte touristique mondiale. Et là, heureusement que Canal Algérie travaille dans cette optique. Et puis, ça peut être que bénéfique pour la destination, surtout qu'actuellement, beaucoup d'experts, beaucoup de professionnels s'intéressent à notre destination. Et ça sera que bénéfique pour nous. Pour nous. En tout cas, c'est notre rôle à nous, donc les médias, de promouvoir, comme vous le dites, la destination Algérie, de promouvoir le tourisme pour un peu booster l'économie. Parce que c'est un secteur économique par excellence. Majeur, générateur d'emplois également. Exactement. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et le deuxième numéro, ça sera consacré à Biskra. Vous allez nous faire découvrir Biskra. Donc... Voilà, je vais découvrir Biskra. D'abord, pour nous la faire découvrir. Exactement. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Longue vie à votre émission, à votre sympathique émission. C'est gentil. Et je vais vous suivre. Donc les lundis, après Question d'actu, le rendez-vous est pris. Très bien. Avec plaisir en tout cas. Merci. Je vous suivrai avec plaisir. Merci les amis. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. Inch'Allah, merci beaucoup. Quant à nous, on continue. Je vous propose de suivre ce reportage de Lamia Bekbouda cette fois. C'est une exposition de l'artiste Dahal Halou. Regardez,
Nous reviendrons tout de suite après pour en parler. Madame, monsieur, la matinale continue. Regardez. Le monde atypique de Delal Hello, une artiste hors pair, et cela se traduit par des œuvres uniques qui ravissent l'esprit et illuminent le regard par des compositions artisanales et picturales très originales. Bon, je m'appelle Carmina et je viens de passer par cette rue à Alger et j'ai vu cette exposition et alors je me suis dit, il faut la voir parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, complètement différent. Alors bon, j'ai tant aimé que j'ai acheté un des tableaux. Est-ce que vous pourriez nous le montrer? Ah oui, évidemment que je vais le montrer. Et c'est un tableau extra parce qu'il y a la peinture, il y a aussi la céramique et il y a, et c'est les couleurs. Les couleurs sont si vives, si expressives, si optimistes. Et je n'ai pas pu acheter un plus grand parce que je n'ai pas d'espace chez moi. À vue d'œil, l'artiste baigne dans un monde fleuri qui dénote d'une enfance heureuse passée au milieu de la nature. J'ai toujours fait ce que je suis en train de faire maintenant, étant enfant. Et en grandissant, ça a pris du volume et ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et ça s'est converti en tout ce qui vous entoure maintenant. J'ai grandi dans une grande maison où on a eu droit à beaucoup de plantes, d'arbres. On a eu le mimosa, il y a eu le mskellil, il y a eu le gala de nuit, il y a eu le jasmin. On a eu un peu de tout. J'ai eu de la chance. Moi-même, dans mon côté professionnel, j'anime des ateliers au niveau des établissements art et culture. Je fais de l'animation et des ateliers pour enfants de 6 ans jusqu'à 17 ans. Je leur apprends à dessiner, à bricoler et à faire de la récup. Oui. Toutes les choses insolites que nous, on croit qu'elles se jettent, elles peuvent se reconvertir en une pièce d'art. Des couleurs chatoyantes vives mélangées avec des couleurs pastel tendres dont elle seule a le secret et le mode d'emploi. Je suis très copine avec les couleurs. Ouais, j'adore la couleur. J'adore la lumière. J'adore quand c'est chaud, quand c'est gai. Ça apporte de la joie, du bonheur. Les couleurs raniment l'âme. Peinture, céramique, tissage, cuir et diverses techniques comme le miroir lui permettent de jouer avec les textures et de donner vie au sujet qu'elle crée. Le signe est omniprésent dans ses œuvres, à l'exemple d'El Khamsa, qu'elle reprend dans plusieurs tableaux. La Khamsa, dans notre culture, c'est surtout le mauvais œil et tout. Moi, c'est pas du tout ça. Oui. Je rends hommage à toutes les belles mains qui créent, qui construisent, qui plantent, qui apporte un plus à notre société. C'est un hommage aux belles mains. Ces compositions racontent notre culture dans toute sa pluralité et sa diversité. Vous verrez aussi que je reprends avec de la céramique, avec du verre et de la toile, le mélange des fils, du coton. J'essaye de faire un alliage entre le bijou, nos bijoux Chaoui, Mouzabit, Tlemcenia, Benoît, toutes les régions. J'ai voulu faire un assemblage, une sorte de collage entre le tapis et le bijou. Pour les femmes, surtout, les femmes, elles aiment. Vous verrez aussi le miroir, oui. Que j'ai beaucoup fait de miroirs, oui. Mais c'est pour la femme. La femme, elle aime bien se voir et elle aime bien le bijou, c'est sa féminité. L'exposition est visible jusqu'au 7 janvier. Vos yeux seront à la rencontre de la beauté et de la créativité d'une artiste talentueuse à l'âme pure. Ne ratez pas cette exposition. De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et on reçoit la première équipe du mardi matin comme à l'accoutumée, Nassiba Djaïtir pour la rubrique Mosaïque. Bonjour. Bonjour Soumeya, bonjour à vous tous, ravis de vous retrouver tous les mardis. Tous les mardis. Pour vous faire voyager dans le monde de la couleur. Exact. Et rien que de la couleur. Et la couleur, c'est une thérapie. Absolument. C'est pourquoi Aïda
est là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui intéresse un peu tous les parents, c'est l'accompagnement de l'enfant en cas d'échec scolaire. Ce qu'on peut partager, ce qu'on peut vivre dans l'émotionnel, nos vécus, nos pensées, tout ça. Donc je suis ravie de vous retrouver tous. C'est tout le plaisir est pour nous, Aïda. Bonjour. Bonjour, un grand bonjour. Grand bonjour. Bonjour. Et voilà, on enchaîne directement avec la rubrique mosaïque, comme vous le voyez derrière moi. Hein, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette exposition de l'artiste peintre Esma Hamza, qui se déroule en ce moment donc à Azwart Gallery et qui se poursuivra jusqu'au 22 janvier. Absolument, Soumia, elle expose, c'est une jeune artiste qui expose depuis samedi dernier, le vernissage, on était présents avec l'équipe, le vernissage a eu lieu samedi dernier, donc c'est une belle exposition, une jeune artiste, et en ce moment la galerie Azwart qui est animée, dirigée par Amal Ben Mohamed qui elle-même est artiste peintre, et donc elle anime cet espace culturel offert, j'insiste sur ça, gracieusement, l'espace est offert gracieusement aux artistes peintres, et en ce moment, donc 2019 a été marqué par de nombreuses expositions, notamment celle de jeunes talents, et on continue en 2020 aussi dans la même lancée avec cette jeune artiste qui a beaucoup de talent, qui se passionne à sa passion, c'est une artiste autodidacte et qui se consacre pleinement à sa passion. Donc là, elle expose plus d'une vingtaine de toiles dédiées à la calligraphie arabe, et elle a une autre approche plastique et une autre technique aussi qui est très pratiquée en Inde, c'est le mandala. On verra tout à l'heure, on donnera plus d'explications dans le reportage qu'on verra tout à l'heure dans un petit moment. Et la calligraphie arabe. Voilà, elle se passionne donc, c'est un petit peu le parcours classique, hein, des aptitudes au dessin dès sa tendre enfance, gribouillage, dessin, portrait. Au lycée, elle était très douée, elle a été encouragée par ses parents, sa maman, son papa, son entourage, par ses professeurs aussi. Donc elle est autodidacte, elle s'est consacrée et elle se consacre aujourd'hui pleinement à sa passion. Elle est passée, elle est passée par l'école des statistiques et d'économie appliquée. Elle a fait des études, elle a travaillé quelque temps dans une banque, et là aujourd'hui, donc elle a abandonné son job au profit de sa passion. On abandonne sa profession au profit de sa passion. Et je dirais généralement, aussi, c'est la passion qui prend le dessus. Absolument. Quand on a un métier de passion, c'est une chance. Elle est vraiment passionnée. Elle a eu exposé à plusieurs reprises dans des hôtels, dans des galeries d'art. Et là, la galerie Azwart lui a ouvert toutes grandes ses portes, et elle expose depuis samedi dernier. Où le vernissage a eu lieu donc samedi dernier, voilà. Et puis je dirais aussi qu'elle a une double casquette. Hein. On n'a pas eu l'occasion de découvrir ses talents de musicienne, parce qu'elle est musicienne aussi, violoniste. Elle a fait partie du groupe Sendosia. Et donc elle s'est produite plusieurs fois sur scène. Elle interprète la musique andalouse. On aura peut-être l'occasion de la voir un jour sur scène, hein, pourquoi pas. Avec plaisir. En tout cas. Donc elle a sillonné un petit peu plusieurs régions d'Algérie. Elle a été aussi, elle s'est produite en Jordanie, au Maroc et dans d'autres pays avec l'association Sendosia. Et elle continue son petit bonhomme de chemin dans la peinture et dans la musique. Donc, quoi de plus agréable, je dirais, quand la musique et la peinture se mêlent et s'entremêlent. Vous avez bien l'expression. Voilà, je n'en dirai pas plus. Peut-être qu'on va découvrir le reportage. On va voir le reportage, et c'est la première exposition de l'année 2020. L'année 2020, oui, on entame l'année avec... on ouvre le bal avec Esma Hamza. Avec Esma Hamza. Tout à fait. Et donc, pour ce qui est... En tout cas, c'est la première exposition de l'année 2020 également, pour ce qui est de Azwart Gallery également, et qui se trouve au niveau du centre commercial de Babzouar, avec cet artiste peintre Esma Hamza. L'exposition intitulée Mouvement restera visible jusqu'au 22 janvier. Regardez, c'est un reportage de Nassiba Jaïtir. C'est dans cette galerie qu'elle expose ses œuvres d'art. Des œuvres d'art que Hamza Esma met en regard dans cet espace. Un espace culturel ouvert à toutes les aventures créatrices.
Pour entamer la nouvelle année, une exposition dédiée en partie à la calligraphie arabe et à d'autres approches plastiques. Une exposition que cette jeune artiste a intitulée « Mouvement ». Mouvement parce que c'est des mouvements calligraphiques, mouvements de lettres calligraphiques arabes, parce que c'est en fait la calligraphie, ça fait partie du patrimoine algérien, et comme je baignais depuis mon enfance des textes arabes par l'andalou, j'ai fait de l'andalou aussi depuis longtemps, donc peut-être l'arabe il est ancré en moi et j'adore cette langue, et donc je trouve ça beau, surtout quand on l'écrit, et calligraphie c'est beauté, écriture en beauté. Entre tradition et modernité, un art en mouvement. À la calligraphie arabe, Asma donne un nouveau souffle. Cette collection, c'est récent en fait, il y a quelques mois, en 2019, parce que j'ai consacré cette année-là pour l'art, pour la peinture, et donc voilà, j'ai créé cette nouvelle collection qui commence par le tableau qui est derrière moi, le début d'une précision. C'est en fait du mandala, avec des couleurs dorées, argentées, et aussi du noir brillant sur un fond mat, sur un fond sombre mat. Je voulais aussi aider, peut-être à travers mes tableaux-là, pour la méditation, pour respirer en fait. Dans cette exposition, un jeu de matières et de couleurs qui dévoile bien des émotions. Dans certaines œuvres, de la précision, de la minutie, et un grand sens de l'observation avec en toile de fond de la méditation. Sur la toile, cet artiste autodidacte se laisse guider par son inspiration. Une inspiration qui puise ses racines dans un art ancestral. Un art qu'Asma revisite à sa manière. Alors, je travaille beaucoup plus avec l'acrylique. J'aime bien cette matière-là parce qu'en fait, ça sèche beaucoup plus vite. Et voilà, même le mélange des couleurs me convient. Et aussi, quand ça sèche, j'ai la base, sur ma nouvelle collection, je mets une base de l'acrylique, puis je rajoute dessus de la peinture à l'huile. J'aime bien mettre en avant la culture algérienne, vu que je suis algérienne, et j'aime bien faire ça, m'exprimer sur mes toiles sans oublier nos traditions. Avec une vision moderniste, cette jeune artiste peintre veut pousser aussi loin que possible son moyen d'expression. Chacune de ses toiles est une nouvelle aventure artistique. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres d'art qui attirent bien des regards. On découvre et l'on prend le temps d'apprécier. Ma nouvelle collection, elle est très spirituelle car c'est des mouvements circulaire, il y a beaucoup de points. Voilà, quand on le regarde un petit peu, on part un petit peu loin, on s'imagine, on rêve plutôt. Et voilà, ça, je voulais un petit peu que les gens, quand ils voient mon travail, auront cette sensation-là d'un petit peu de rêver. Rêver dans des compositions où Asma utilise des techniques mixtes. Un fond de toile bien travaillé, avec comme élément plastique la lettre arabe. La lettre arabe qui tient la vedette dans ses œuvres d'art. Cette œuvre, elle est spéciale pour moi parce que c'est une rencontre déjà avec un photographe qui s'appelle Fouad Belkacem. Et c'est une belle rencontre, il est photographe et donc on a voulu travailler ensemble et
on a collaboré ensemble et on a fait cette toile-là. C'est que on a choisi une photo et j'ai peint dessus. Voilà, j'ai peint dessus. Ça a donné ça a donné liberté. Une femme qui a un regard assez spécial. Et dans le côté sombre, j'ai fait la peinture, des mouvements calligraphiques, huruf, qui disent liberté, hurriya. Voilà. Lentement mais sûrement, Esma Hamza avance dans son travail artistique. Encouragée par son entourage, aujourd'hui, elle se consacre pleinement à sa passion. Diplômée de l'École supérieure de statistique et d'économie appliquée, sa passion pour la peinture et la musique occupe le devant de la scène. Avec cette volonté d'aller de l'avant et au-delà, cette jeune artiste autodidacte veut pousser encore plus loin ses moyens d'expression et d'évasion. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, je parle doucement, la musique était douce, ça m'apaise. Oh, d'accord, elle vous entraîne, elle vous fait voyager. Oui, et comment En tout cas, belle exposition. Oui, à visiter jusqu'au 22. Et elle est très contrastée, il y a de la matière, donc entre le mandala et la calligraphie. C'est vraiment une belle petite balade. Pour le plaisir des yeux aussi, c'est magnifique. Voilà, justement, on est en train de voir une de ses œuvres. Elle en a parlé, elle a développé, elle avait intitulé Perception. Alors là, c'est une technique très, je l'avais dit tout à l'heure, juste avant de voir le reportage, c'est une technique très pratiquée en Inde. Et là, c'est vraiment un travail de précision. Hein. Il faut avoir le sens de l'observation. Justement, j'allais dire, c'est asiatique. Absolument. Il y a de la précision, il faut avoir du doigté aussi. Le souci du détail. Le souci du détail, tout à fait. Et vraiment, il faut être patient, hein, vraiment patient et avoir cette patience qui est le moteur de son action. Hein, et puis, il y a de la gestuelle. Hein, il y a des gestuels, il y a du mouvement. D'ailleurs, d'où le titre de son exposition. Elle a intitulé Mouvement par rapport à ses œuvres d'art, par rapport à la calligraphie, qu'on retrouve un peu partout dans ses œuvres d'art. Ça m'a toujours passionné la calligraphie. Simplement, je ne sais pas dessiner. Il suffit de s'y mettre. Hein. Je vous dirais, on n'a pas le droit de dire « je ne sais pas dessiner ». En fait, on se dit, tiens, on ne sait pas dessiner, mais une fois qu'on s'y met, on a tous un petit talent caché quelque part. Hein. On se découvre un petit talent. Je suis sûre et certaine que si vous allez fréquenter les ateliers, vous allez vous y mettre et vous verrez que finalement, il ne s'est pas sorti. Oui. Moi, je sais que quand on ne sait pas dessiner, quand on ne sait pas chanter, c'est même pas la peine d'essayer. Non, il faut essayer. Il faut essayer. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas chanter, je ne sais pas dessiner. En ce moment, il y a plein d'ateliers, surtout lors des vacances, pour les enfants également, plein d'ateliers d'initiation au dessin. C'est peut-être il faudrait conseiller aux parents d'emmener leurs enfants pour un peu les initier au dessin. Absolument. Il y a si on beaucoup veut que plus tard ils sachent dessiner. Pas comme... Il y a des ateliers pour adultes et enfants. Hein. Et en parlant de mandala, justement, il y a un atelier ce vendredi. C'est un atelier qui est animé par l'artiste peintre Mejda Ben Chaben, qui va animer justement un atelier de mandala. Donc on peut s'initier au mandala. Bon, c'est difficile, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut pratiquer. Qu'on peut dessiner. Mais ce vendredi, ça se passe à Hedra, justement, pour l'information. Il y a beaucoup de retraités qui se sont reconvertis, donc qui s'intéressent au dessin et qui, après, maintenant, à la retraite, ils ont du temps libre. C'est un loisir assez créatif. Et c'est une passion, vous l'avez dit, donc ça leur permet de s'évader, de voyager peut-être à travers cet art. Oui, et c'est une manière de... et de rencontrer et d'échanger. De faire de belles rencontres. Ça permet aux unes et aux autres de se rencontrer, d'échanger. J'ai eu l'occasion de couvrir ces ateliers, de réaliser des reportages dans des ateliers d'initiation au dessin et à la peinture. Et puis, ces femmes-là viennent, il y a beaucoup plus de femmes, je dirais, que d'hommes. J'ai dit ces femmes, viennent de différents horizons professionnels. On trouve des médecins, on trouve des avocats.
des fonctionnaires en retraite, des enseignants aussi. Et c'est formidable, il y a une ambiance magnifique. J'aurai l'occasion de revenir sur ces ateliers très prochainement parce que j'ai déjà un atelier en vue et je dois aller réaliser un reportage dans cet atelier. On aura l'occasion d'en parler. J'en dirai pas plus. Voilà. Alors pour revenir à cette exposition, au mandala, à la calligraphie, donc l'artiste, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle travaille énormément sa matière et elle travaille ses fonds. Elle travaille ses fonds et vous voyez, là on a un fond noir et le dessin ressort énormément et ça donne quelque chose vraiment, vraiment c'est magnifique. Il y a de la calligraphie tout autour. Donc, elle essaye, entre tradition et modernité, de donner un cachet particulier. Là, elle est à tous ses débuts. Elle est en train de se rechercher pour le moment, mais elle essaye quand même de se forger un style et de s'affirmer sur la scène artistique algérienne pour peu qu'on l'encourage. Et puis, c'est peut-être bénéfique, j'allais dire, bon, bénéfique, c'est un outil, l'art, dans la recherche de soi, Aïda. Pas que ça, mais vous savez, le horouf, comme elle l'a bien précisé, c'est cette manière de revenir à ce qu'elle a appris, comment elle pourra le dessiner, comment elle pourra lui ajouter un nouveau souffle. C'est toute une maîtrise. Et puis, parler de soi, moi je dirais chaque artiste a son timbre, chaque artiste a sa manière de dire moi j'existe, je suis là, je suis différent et ça c'est ma manière de faire et ma manière de dire. C'est ça c'est un message qu'on transmet à travers son art. C'est la richesse. Et puis pourquoi ne pas oui, justement, mettre au devant tous ces apprentissages comme ça, au devant de la scène pour permettre à nos enfants d'apprendre justement à goûter à cet art, à participer, à dire leur avis, étant donné aujourd'hui qu'il y a toute une école, beaucoup de styles dans la peinture, moi de l'Mounemnemet jusqu'au grand tableau comme ça, des chefs-d'œuvre, et puis dans la richesse des mondes, on a participé dans les salons, dans les expositions, la richesse des Égyptiens, des Iraniens, chaque pays il a ses artistes, chaque pays il a sa manière d'ajouter la couleur et cette touche justement juste pour écrire Alif. Donc ça c'est magique. Et c'est un art ancestral justement que de nombreux artistes mettent en valeur. Absolument. Et pour revenir à Esma Hamza, elle a sa manière aussi, sa façon de voir, son regard, sa vision très moderniste, je dirais, d'apporter une touche personnelle et d'avoir mettre une dimension, d'avoir une dimension contemporaine à son art. À son art, exactement. De donner à son art, je dirais, une dimension contemporaine. Oui. Et là, on l'a vu entre la peinture, la calligraphie, le mandala. Bon, le mandala, elle a l'esprit créatif aussi, donc c'est une manière aussi de s'affirmer, d'affirmer sa fibre artistique, et comme elle adore le travail de précision, de minutie, donc elle s'est mise au mandala, mais pour en revenir à la calligraphie en tradition modernité, elle veut donner un nouveau souffle à la calligraphie arabe et mettre en valeur notre riche patrimoine culturel algérien. Donc elle ne reste pas dans la calligraphie pure et classique, mais elle essaye de donner ce nouveau souffle à cet art. Moi, j'ai appris avec vous le mandala aujourd'hui. D'accord. Une découverte pour moi, une nouvelle technique. Le mandala. Bon, il y a aussi, quand on est tout à ses débuts, on peut avoir recours au pochage, donc c'est des feuilles, il y a des petits trous, troués, on peut travailler quand on est tout débutant. Mais sinon, une fois qu'on a la main, on peut travailler des mouchoirs, le pochage, c'est une technique de pochage pour le mandala, mais quand on a la main, disons qu'on acquiert une certaine expérience, donc on peut travailler à main levée, quoi. On peut travailler à main levée sur le mandala, mais je trouve que c'est pas mal comme technique. Ce qui frôle un peu mon esprit, c'est un peu le henné dans les fêtes, les mariages, tout ça. Il utilise le tatouage, tout ça. Et puis nous aussi, on revient aussi aux arts appliqués aussi. Hein. Tout à fait. Il y a aussi le travail de précision. On a les arts appliqués qui se développent. Quelle finesse. Voilà, il y a une certaine finesse du trait, il y a une certaine élégance dans le trait. Exactement. Et ça donne beaucoup d'esthétisme à l'œuvre d'art. Merci en tout cas Nessiba, merci beaucoup de nous faire découvrir le talent particulier de cet artiste. Merci. Comme à chaque fois. Merci. Merci beaucoup, à la semaine prochaine avec plaisir en tout cas. Inch'Allah. Et on passe à la deuxième rubrique du jour, la rubrique psychologie, tout de suite après ceci.
Aïda. Oui. Alors, la mandala de la psychologie, c'est justement de pouvoir trouver un peu la finesse, de pouvoir parler un peu avec des graines de sel de ce qui nous inquiète, de ce qui nous fait peur, ce qui ne va pas à la maison. Voilà, moi je dirais, je reviens quand même sur une thématique, on en a beaucoup parlé, hein. Je salue tous les rédacteurs en chef avec qui on s'est vraiment élargi avec les thématiques de la scolarité des enfants, les examens, les préparations, tout ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est la reprise, c'est les premiers jours. Rebelote. Il y en a beaucoup vraiment qui reprennent un tout petit peu leur comportement. Je parle des parents, les enseignants aussi, les personnes adultes qui sont là à surveiller, les grands-parents, et puis avec des enfants terribles, des enfants qui ne sont pas très faciles, refusent de faire les devoirs. Et des enfants rois. Voilà. pas que ça, mais c'est que vraiment il y a une richesse humaine. Et même si on en parle, on ne dit jamais assez. Parce que c'est vraiment complexe de pouvoir revenir juste à cette lettre A, hein, juste pour écrire, pour calculer, pour les b.a.-ba de l'apprentissage de nos enfants. Exact. Et pour ça, je reviens à cette thématique. Et vous revenez à cette thématique qui n'est autre que l'accompagnement de l'enfant en échec scolaire. Graham Greene a écrit dans La puissance et la gloire, il y a toujours dans notre enfance un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir. Ah, oui, Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, combien que c'est riche. Ça me fait penser un peu à comment vraiment dépasser les obstacles. Il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas s'arrêter justement de demander, de désirer, de pouvoir vraiment construire les choses et ouvrir justement cette porte. Parce que ce n'est pas si facile. L'apprentissage de la vie, ça ne vient pas comme ça, baguette magique, et puis on apprend les choses. Certes, il y a quelque chose d'aîné en nous, il y a le passage, il y a l'apprentissage, il y a beaucoup de choses comme ça que nos parents, la société, les gens qui nous entourent, l'école, la crèche, nous imprime, nous le donne dans le fond de notre personnalité. Qui forge aussi notre personnalité. Oui, mais qui dit que l'apprentissage, c'est quelque chose de facile? Non, l'apprentissage, c'est quelque chose qui s'arrête au seuil de notre maîtrise et elle nous fait dire, vous ne savez pas. Il faut faire un petit effort pour apprendre par cœur, apprendre par la réflexion, apprendre à faire. Et ce moment, c'est ça qui fait la différence entre les enfants. Il n'y a pas d'enfant brillant, extraordinaire, tout ça. Il y a un enfant peut-être rapide, chacun a son rythme, mais l'arrêt, il est là. L'arrêt, il s'installe. Comment vraiment apprendre à ses mamans, à nous tous? Même pour conduire une voiture, on a ces obstacles qui s'installent. Et puis voilà, il y a une femme différente d'une autre qui prend le volant, qui a ce courage de pouvoir vraiment placer les premiers pas et de commencer. J'inverse un peu, si je parle des hommes qui cuisinent un tout petit peu, combien c'est complexe de trouver la recette, tout ça. Mais ça vient avec cette manière justement d'oser ouvrir cette porte. C'est une belle... Alors, faut-il, pour revenir un peu à l'accompagnement scolaire, en cas surtout d'échecs scolaires, faut-il penser aujourd'hui, Aïda, à un accompagnement scolaire personnalisé? On ne peut pas faire autrement. Ça, moi, je suis contre, et peut-être que je viens aussi d'une école là où c'est la différence et la richesse humaine s'impose, et elle est là. Chaque thérapeute, il a sa manière d'avancer et de gérer. J'adore tout ce qui est dynamique de groupe. Ça, c'est mon dada. J'ai toujours accompagné les groupes et je serais ravie si vous m'invitez un peu à voir les adultes comme ça dans leur atelier, comment ils apprennent. Avec plaisir. Voilà. On m'accompagnerait lors d'un tournage. Inch'Allah. Mais je dirais, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas et je m'installe, je place 2 mots parce que moi, je ne me précipite pas pour parler d'échec. C'est quelque chose qu'on met comme étiquette et rapide chez nous, mais probablement commencer d'emblée s'il y a des difficultés. Juste voir les difficultés, comment on peut vraiment les accompagner. Et ça ne vient pas comme ça rapidement. Hein. Si je parle école, apprentissage, difficultés, je m'arrête et je me dis, qu'est-ce que vous proposez, comment vous voyez les choses? On en a beaucoup parlé, cette manière de lire les bulletins, cette manière de s'installer, d'écouter l'enfant, cette manière aussi de cadrer les choses pour avoir une palette, une richesse de pouvoir voir les choses de loin. Mais on ne pourra pas travailler si on n'a pas
ce but, cet objectif, cette manière de pouvoir souligner ce qui ne va pas. Et du coup, c'est au cas par cas, c'est un travail individuel pour pouvoir vraiment l'accompagner. Je ne serai satisfaite que lorsque je vais regrouper un tout petit peu une masse qui regroupe ces élèves qui ont la même difficulté, pour pouvoir par exemple leur donner des cours particuliers dans les maths, parce que il y a surcharge de la classe, parce que il y a défaillance de l'enseignant qui n'a pas le temps, suffisamment de temps pour expliquer tout ça. Probablement ces formules, elles sont pratiques. Pour rechercher un petit peu, faire des recherches, par exemple, des fois il peut y avoir un blocage pour l'enfant. Il faut essayer de voir, de comprendre, de communiquer avec l'enfant. Des fois ça ne va pas entre l'enseignant et l'élève. Il y a un blocage quelque part et du coup, même si l'enfant a des aptitudes et est doué, et finalement il aura des difficultés, soit en maths, soit dans une autre, en langue française ou en langue arabe ou dans une des matières enseignées. Des fois il y a un petit blocage qui s'installe et puis c'est parti, hein, et c'est difficile pour finalement de faire évoluer l'enfant. Et justement, Nassiba, vous me tendez la perche, comment développer un processus, un réel processus d'aide pour les élèves en difficulté. Comment? Ben justement, moi je démarre juste de ce seuil pour pouvoir lire exactement. S'il s'agit de compétences, il y en a des enfants qui ont du mal à lire, à écrire, ça c'est la dyslexie, la dyscalculie, la dysphasie, beaucoup de choses comme ça dans l'apprentissage, la prononciation, c'est de troubles d'apprentissage. Ça se rattrape. Ça se rattrape. Ça se soigne. Et ça se soigne. Ça se soigne, ça veut dire il y a quelque chose qui fait que je prends conscience que mon fils n'est pas paresseux, il ne le fait pas exprès. Il n'y a pas un enfant qui veut le chèque, il n'y a pas un enfant qui ne veut pas vraiment briller, avoir une bonne note. Il y a quelque chose qui dépasse l'oreille, la neurologie comme ça du corps qui fait qu'il n'arrive pas à regarder, écouter, rédiger, prendre le mouvement en même temps. Et ça fait décalage dans les calculs, dans la lecture, dans l'écriture, tout ça. Prendre déjà d'emblée et comprendre qu'il a besoin d'un suivi particulier avec des orthophonistes ou des psychologues, avec des professionnels qui vont l'accompagner à s'exercer mieux, ça c'est chose. Mais après, il y a décalage dans l'apprentissage. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, sautant d'une classe à une autre, fait que je n'ai pas appris suffisamment, je n'ai pas le bon bagage, je n'ai pas les bases, les vraies techniques fondamentaux pour pouvoir vraiment sauter. À ce moment-là, il faut compenser un tout petit peu ce manque pour pouvoir vraiment revenir en arrière, apprendre à mon fils de parler anglais. Mais ça, on ne peut pas l'apprendre comme ça rapidement, peut-être revenir à travailler doucement dans quelque chose qui concerne ce manque, ces défaillances. Mais il y a après ce que vous nous proposez qui est dans le comportement de l'enfant. Oui. Il peut peut-être être harcelé. Vous savez, aujourd'hui, facilement, on peut éjecter un enfant d'une dynamique. Il est brillant, il est tout ce que vous voulez, il s'habille merveilleusement bien, il porte des lunettes extraordinaires, tout ça, parce qu'il est différent. Ah ben, tout le monde, voilà, tout le monde l'éjecte un peu de cette dynamique. L'harcèlement vient justement de ces moments difficiles, là où l'enfant peut décrocher, pas parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas les bonnes bases, pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que l'enseignant, il n'a pas donné suffisamment d'amour, il n'a pas donné suffisamment de temps, d'attention. Et d'attention. Souvent, les enfants, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un pour les regarder de près, les féliciter. Bravo, waouh, tu es extraordinaire, tu sais faire, tout ça. Même les adultes ont besoin de ça. Tout à fait, dites-le haut et fort, oui, bien sûr. Pourquoi pas. Et puis des fois, il y a, excusez-moi de vous interrompre, Aïda, et des fois il y a aussi... c'est-à-dire, du côté les parents mettent un peu trop de pression pour les enfants. Donc du coup, les enfants, des fois, il y a une surcharge, fais tes devoirs, travaille, l'enfant n'a pas beaucoup de temps libre, n'a pas beaucoup de temps à lui. C'est un enfant, il faut qu'il joue, il faut qu'il soit adolescent ou enfant, des fois, il y a les parents aussi qui mettent de la pression. Hein. Et on surveille les bulletins de notes, t'as pas ramené une bonne note, et puis après, à la fin, l'enfant, il se dit, tiens, il y a une démission après de l'écolier ou du collégien. C'est pour ça que je reviens à ces formules de stratégie qu'elle me propose. Donc il faut faire l'équilibre. Il faut faire l'équilibre. Voilà. Il faut faire un travail sur soi-même. Il faut aborder les choses doucement. Aujourd'hui, la scolarité de nos enfants nous concerne tous.
Ça, c'est inévitable. C'est qui peut souhaiter balancer son fils dans un monde réel là où on a besoin de diplômes, de reconnaissance, d'apprentissage, de beaucoup de choses. Mais si on n'a pas la maîtrise, la bonne manière de canaliser justement notre stress, cette manière de le dire, il faut faire un travail sur nous, même adultes. Il faut s'arrêter. Doucement, doucement, faut pas, c'est pas la catastrophe, c'est pas la fin du monde. C'est ça. Je reviens à ta belle phrase des débuts, c'est comment il y a toujours une porte qui s'ouvre, il y a toujours un moment qui va nous permettre justement de sauter et d'ouvrir ces choses. C'est justement dans ces moments pour pouvoir dire doucement, ça va mal, il n'y a pas les notes, il n'a pas su, il est angoissé, il refuse d'aller à l'école, il refuse de faire ses devoirs. J'ai pris conscience qu'il faut vraiment l'accompagner. Comment je peux faire? Il faut commencer par soi-même. Oui, parce qu'il y a des enfants, des fois, ils ont le cancer terme. Un an, c'est bon, je ne veux plus aller étudier. J'aime pas les devoirs, regardez la photo. Oui, oui, oui. Mais ils se révoltent, j'aime pas les devoirs. Enfin, c'est une fillette. Hein. Oui. J'avais la chance de pouvoir le dire comme ça. Oui. Bon, quels sont les éléments justement à prendre en compte, Aïda, pour cet enfant qui est en difficulté, pour pouvoir donc l'aider dans cet accompagnement que vous êtes en train de nous proposer aujourd'hui, enfin ces conseils que vous nous proposez aujourd'hui dans l'accompagnement de l'enfant qui est en difficulté, qui a des difficultés à l'école. L'écouter avec le son, hein, lui demander de parler, de placer des mots, phrases, qu'est-ce qu'il en pense, comment il le vit, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée, comment que ça se passe. Nous, on n'a pas le temps vraiment de demander à nos enfants de le faire. L'écouter aussi dans les comportements. Des fois, l'enfant, il tremble tellement, il est impulsif, qu'il ne peut pas s'installer, qu'il nous dit beaucoup de choses. Il ne peut pas, il est angoissé, ça y est, il n'a pas la patience de le faire. Ça ne sert absolument à rien de le balancer le seul. Pauvre dans ce bain, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'être aidé, imbibé un tout petit peu, absorber un tout petit peu tous ces mauvaises ces émotions négatives, ce mauvais côté, et de pouvoir vraiment l'accompagner en lui proposant quelque chose de faire. De concret aussi, je veux dire concrètement, que propose le système éducatif. Pour finir, Aïda, on n'a plus beaucoup de temps, pour accompagner tous les élèves dans leur apprentissage justement. Moi, je reviens à les fiches de lecture. On en a beaucoup parlé. Je reviens un tout petit peu de travailler doucement parce que, pour la simple raison, ça permet de couper un tout petit peu le programme, de classer, de clarifier des objectifs et d'avoir un petit document comme ça qui s'installe suivant l'intelligence, la rapidité de l'enfant qui est soit dans le direct, apprendre par chorisme, ou apprendre avec des schémas, avec des symboles, ou travailler doucement. Ne laissez pas l'enfant seul. Il ne pourra pas vraiment gérer les choses seul, mais en même temps, et ce que je trouve intéressant de pouvoir le souligner, ça ne veut pas dire phagocyter les enfants et faire à leur place. Ça ne veut pas dire aussi prendre le dessus et puis s'oublier, et puis on est là à vraiment donner le maximum, et tellement que ça ne marche pas comme on veut, on commence à insulter, humilier, à disqualifier, à crier, ça ne marche pas comme ça. Rien. Ça sert absolument rien. Doucement comme ça, avec des petites lectures, de se projeter un tout petit peu avec tout ce qui est basique, des petits objets comme ça, le faire sortir de cette difficulté et le balancer vers l'avenir. Vers cette porte qui s'ouvre, celle de l'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Aïda. Merci à vous. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci les filles. Merci à vous. C'était sympathique. Et on continue en musique. Ça vous dit? Oui, et comment? On adore la musique. En musique avec le groupe Day. Maria. Regardez, appréciez. J'adore cette chanson. Moi aussi.
Voilà, c'était Meriouma, une très belle chanson du groupe Day. Et à présent, on accueille Nafa Mezari. Dernière ligne droite, Nafa, ce sera avec vous. Bonjour. Bonjour Somaya, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Ça va, je vous remercie et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, on va parler du high-tech qui est aujourd'hui au service de la santé. Alors, en plus de la communication et du divertissement, vous pouvez à présent, donc désormais, utiliser votre smartphone pour gérer votre santé au quotidien ainsi que votre bien-être, donc en installant des applications efficaces en tout cas. À mesure que la technologie progresse, la plupart des activités deviennent automatisées. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point sur les différentes, avec vous bien sûr, sur les différentes applications qui permettent de préserver donc notre santé et notre bien-être au quotidien. Mais on va peut-être commencer avec les différents gadgets qui vous permettent de rester en forme, Nafa. Et on attend Somaya, justement, avec le développement de certaines maladies qui sont devenues chroniques ces dernières décennies, ces dernières années, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, qui restent les deux causes de mortalité les plus importantes. Et donc justement, ces nouvelles technologies se sont développées pour le suivi de la santé de ces personnes qui sont atteintes de ces maladies chroniques et facilitent largement leur quotidien de ces personnes, que ce soit pour le suivi. Il y a certaines montres, comme on est en train de le voir, donc c'est en plus de faire la fonctionnalité d'une montre classique, elle permet justement de garder un monitoring justement de son rythme cardiaque pour les personnes qui sont atteintes pour vérifier justement tout ce qui est tachycardie et dysfonctionnement cardiaque. En plus, bien sûr, tout est connecté avec son smartphone. Automatiquement, ça nous donne des alertes, même si on ne se rend pas compte qu'il y a une détérioration de ce rythme cardiaque. On a aussi les tensiomètres maintenant qui... on n'utilise plus de stéthoscope pour retrouver le pouls et voilà, avec des petites pulsations, puisque maintenant elles sont connectées directement avec notre téléphone. Et bien sûr, c'est aussi pratique que pour la vérification de notre tension que pour le suivi régulier justement de cette tension, puisque ça enregistre directement tout sur notre smartphone. On peut directement l'envoyer à son médecin par mail et comme ça, on évite déjà une consultation. On a aussi des petits tensiomètres pour... Est-ce qu'on dit clic pour un smartphone? Un simple clic d'un simple clic? Ou alors c'est vraiment la souris? Le clic, c'est... On est dans le toucher avec les écrans. On est limite avec c'est-à-dire des mouvements sont touchés maintenant. On a aussi des petits, on va pas dire cardiomètres, puisque on a si on peut voir l'image, ce petit smartphone, avec le smartphone, on a une petite bande LED sur laquelle on met les doigts et par conséquent, on a directement notre tension cardiaque. Exactement, voilà. Donc c'est un petit périphérique qui se colle derrière le téléphone, avec lequel on peut directement voir son rythme cardiaque. ECG. Exactement, un ECG, voilà, tout à fait. D'accord. On passe maintenant aux personnes qui sont atteintes de diabète. Donc on sait tous que c'est la maladie, on disait que c'était la maladie du siècle, voire la maladie du millénaire, à cause justement d'une mauvaise alimentation, même des fois que c'est héréditaire. Maintenant, justement, ces glucomètres, comme on peut les appeler, sont devenus eux aussi connectés avec des smartphones. Voilà, donc on peut vérifier sa glycémie directement avec un appareil tout à fait révolutionnaire qui, connecté avec notre téléphone, affiche directement le résultat sur le smartphone. Pareil pour un suivi régulier de sa glycémie justement. C'est disponible sur le marché algérien? Ça commence à devenir disponible puisque tout le monde s'intéresse à ces gadgets-là. Et par conséquent, puisqu'on utilise de plus en plus nos smartphones et avec l'avancée de la connexion Internet, tout le monde est devenu connecté, on va dire, et par conséquent, il essaie toujours de tout relier à son téléphone, que ce soit des comptes ou bien sûr des périphériques comme ça. On peut quoique acheter sur Internet si... Oui, bien sûr, maintenant avec tous les web marchands qui sont disponibles, la plupart proposent des produits qui peut-être ne seront pas disponibles sur
dans des magasins, bien qu'on c'est plus facile d'y accéder à travers le web. Ouais. Il y a aussi les personnes atteintes de troubles respiratoires comme l'asthme. Donc maintenant, fini, on va dire, la visite chez le cardio ou le rhumato. Donc on voit directement ces appareils connectés aussi avec notre smartphone dans lequel on peut souffler et par conséquent contrôler sa maladie, directement sa maladie respiratoire, qui nous donne des résultats exceptionnels par rapport au fait d'aller directement chez un médecin et utiliser des appareils. Nous n'encourageons pas bien sûr l'automédication, mais ça facilite largement le quotidien de ces personnes atteintes de ces maladies chroniques. Exactement. Exact. Pour d'autres types, on va dire, de contrôle, il y a une sorte de petite languette comme ça dans laquelle on va souffler. On appelle ça un lumen. Et donc, c'est pour le contrôle du métabolisme. Donc, à travers juste un simple souffle, ça peut nous dire si on est en train de brûler des calories, si on a une forte consommation de sucre, ce qui n'était pas possible, on va dire. Avant, on devait passer par 3 ou 4 spécialistes, faire des analyses. Maintenant, avec un maintenant, avec un simple souffle, on peut avoir le tout sur son smartphone en plus. Donc, ce qui est vraiment... ça Exactement, voilà. Donc, on dirait une cigarette électronique, mais finalement, c'est beaucoup plus pour le bien-être et la santé. Donc, c'est exceptionnel comme appareil. On a aussi d'autres périphériques qui sont un peu plus développés, mais qui sont tout aussi accessibles. Là, on ne parle plus de gadgets révolutionnaires qui verront le jour, c'est-à-dire dans des années. On parle de gadgets qui sont disponibles sur le marché, qui visent justement à faciliter le quotidien. On a un petit casque qu'on peut mettre sur la tête pour faire justement contrôler son activité cérébrale directement sur son PC connecté ou bien connecté avec Ça va vite, hein? Ça devient en plus de plus en plus accessible. Si on on voyait ça il y a quelques années, c'est presque exactement un IRM ou un scanner, mais c'est beaucoup plus pour voir quelles sont les parties les plus actives de son cerveau et ça peut donner bien sûr des bons résultats pour activer d'autres parties. D'accord. Bien pour sûr, booster son intelligence. Oui, puisque le cerveau est prendre soin de ses neurones. C'est l'essentiel, je pense. Oui. Voilà, exactement. Ouais, c'est clair. Et il y a comme type d'assistant aussi, on a une certaine marque de produits de maison justement qui a développé un assistant médical qui s'installe à la maison. C'est un assistant vocal avec lequel justement on peut qui permet de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire en matière de médecine, à savoir disposer des pilules par exemple, on programme par exemple des pilules. C'est un robot? C'est un petit robot, oui. D'accord. Qui a une commande vocale, donc qui a aussi un système d'urgence, par exemple si vous êtes une personne âgée et qu'à un moment ou à un autre il faut qu'il y ait une interaction. Si on voit que le robot envoie des signaux et qu'il n'y a pas d'interaction avec cette personne, il envoie directement un signal d'urgence à la personne programmée avec ce robot. Donc il émet directement un appel pour que cette personne vienne directement. Aussi, il peut distribuer des pilules tout au long de la journée. Et bien évidemment... On ne peut pas se tromper. Puisqu'on programme directement, donc on va pas oublier ces pilules ou bien oublier ces médicaments. On va finir avec un autre petit gadget qui nous permet aussi de contrôler l'air qu'on respire, connecté avec son téléphone directement. Donc c'est comme un porte-clés. Est-ce que c'est de l'air pollué ou Est-ce que c'est de l'air pollué? Est-ce que c'est les microparticules qui sont aujourd'hui là? Donc ça c'est surtout pour des personnes qui sont vraiment sensibles sur le plan respiratoire. Donc le moindre changement climatique ou la moindre élévation de microparticules de pollution va directement avoir un effet indésirable sur leur santé. Donc par conséquent, ce petit gadget va leur permettre de savoir si c'est une bonne journée pour sortir ou si par exemple c'est une bonne région pour y rester par rapport à l'air donc elle va directement afficher ces informations sur notre smartphone avec l'application qui est livrée avec. Voilà. Fini les gadgets? Fini les gadgets. On passe aux applications. On passe aux applications. Qu'en est-il des applications disponibles? Bien, les applications, ça reste assez classique. On a 4 variétés d'applications qui se sont imposées d'elles-mêmes, c'est-à-dire cette dernière décennie, à savoir l'application de contrôle de calories et de
valeur nutritionnelle de nos aliments. Donc, c'est pour des personnes qui sont sensibles par rapport, par exemple, au gluten, ou par rapport à des personnes diabétiques ou des personnes qui sont hypertendues, donc qui cherchent des aliments pauvres en gras ou pauvres en sel. Donc, automatiquement, ils peuvent installer comme Food Wizard plusieurs autres applications qui sont disponibles gratuitement maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc ça permet bien sûr de contrôler la qualité des aliments et bien évidemment le contenu de ce qu'ils sont en train de consommer. Par conséquent, pour mieux équilibrer leur alimentation tout au long de la journée. La deuxième application, bien sûr, on en avait parlé par rapport à la révolution, justement, c'était l'application pour boire de l'eau. Donc c'était une façon... Oui. Exactement. Pour donc ceux qui, comme moi, ne boivent pas assez. C'est le cas de tout le monde. 1,5 litre, je crois que je ne l'ai jamais fait. 1,5 litre, c'est le minimum. Par jour. Voilà, ça, c'est le minimum, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, on peut programmer bien sûr ce type d'application selon notre emploi du temps. Ça ne peut qu'être bénéf, en tout cas, cette application. Elle est gratuite, donc, mais voilà, donc elle permet de s'hydrater tout au long de la journée sans pour autant oublier. C'est vrai que peut-être trimballer une bouteille d'eau tout au long de la journée, c'est pas évident, mais quand on est au bureau et quand on oublie facilement de prendre un verre d'eau, donc c'est pas évident pour tout le monde. La troisième application, bien sûr, est une application qui est connectée avec plusieurs autres périphériques et qui consiste justement à calculer les pas qu'on a fait ou bien les mouvements qu'on a effectués tout au long de la journée, évidemment pour avoir la consommation calorique. Ça, c'est l'une des premières applications santé peut-être, non? Celle pour la... Calculer les pas. Exactement, ça c'est en fait c'est une application qui est intégrée dans tous les smartphones maintenant, ce qu'on appelle les podomètres, donc qui existent depuis longtemps. Exactement, mais après qui s'est développé avec les montres connectées, évidemment, bien sûr. Et tout autre gadget. On a finir beaucoup de temps, finit avec on finit avec l'application du suivi de sommeil. Dernière application, oui. Voilà, donc c'est une application, l'une des applications qui sont devenues maintenant. C'est pour le suivi du sommeil, donc voilà, pour ceux qui ont des problèmes. Qui ne dorment pas assez cette fois. Exactement, voilà. Voilà, merci beaucoup Nafa. C'était un plaisir. C'était sympathique comme à chaque fois. Merci en tout cas. Merci à vous. À la semaine prochaine avec plaisir. Inch'Allah. Bonne année encore. Encore une fois, Voilà, merci Nafa et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. N'oubliez pas, souriez à la vie, c'est très important. Salam.